Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cet épisode 6 de Madcast. Dans ce podcast, je vais vous parler du Comte de Monte Cristo, le film, je vais vous faire ma critique, ma review. Je vais également parler du Comte de Monte Cristo, le livre, et je vais un petit peu parler, brièvement, de littérature française, littérature classique, du 19e siècle. Avant d'entrer dans le vif, je tiens à dire un grand merci à ceux et celles qui ont largué tous ces commentaires positifs, tous ces commentaires pleins de bienveillance et de gentillesse sous les espaces commentaires des dernières vidéos. Merci infiniment. Vous m'excuserez pour la pauvreté des images. Ah bon, le décor était sympa, hein, mais je veux dire, j'ai pas pu faire de montage, rien, parce que j'ai pas mon matériel, et surtout, j'étais en PLS, mais vraiment une PLS intersidérale, étant donné que j'ai chopé une angine, mais de zinzin, quoi. Je m'attendais pas à être autant flingué. J'avais 2 semaines devant moi pour produire peut-être les meilleures vidéos de ma petite carrière de vidéaste, des micro-trottoirs, des vidéos analyses, des interviews, tout ça, mais finalement, j'ai été flingué pendant plus de la moitié de ce séjour. J'ai passé la moitié de ce séjour en PLS, littéralement, quoi. Pendant 3 jours, je pouvais même pas m'enregistrer tellement ma voix était flinguée. C'était comme si Marge Simpson avait chopé un cancer de la gorge. Je parlais comme ça, oui. C'était juste infernal. Et je parle même pas des mal de tête, des nuits blanches. Franchement, j'ai la tête qui a encore maintenant explosé. J'en ai gardé des séquelles. Là, actuellement, je ressemble à un carlin, quoi. Vraiment, regardez, j'ai cette tête là. J'ai fusionné avec cette tronche là. C'est juste horrible. Finalement, quand je serai un peu mieux pour des vidéos normales, parce que j'ai des tas de choses à dire, des tas de choses à vous partager. J'ai ma critique de Horizon de Kevin Costner à vous faire, j'ai des tas et des tas de choses à dire sur ce film. Il faut que je vous fasse la review également du flic de Beverly Hills 4, il faut que je parle de toute cette actualité brûlante par rapport aux influenceurs. J'ai une grosse vidéo là-dessus qui pourrait sûrement vous plaire. En tout cas, j'ai des tas de projets sur le feu. Je compte bien évidemment reprendre l'écriture de ma vidéo sur Red Dead Redemption 2, la grosse vidéo qui dure 10 heures. Je ne lâche rien, je suis à fond dessus. Bref, en tout cas, j'ai qu'une chose à dire, c'est que je maudis la Normandie, je maudis ma région. Je ne supporte plus ce climat, ce froid glacial, je veux dire ce froid marin qui transporte des maladies du Moyen-Âge, qui vous cloue au plumard pendant une semaine. C'était infernal, j'ai perdu l'habitude à force de vivre dans un coin normal, c'est-à-dire un environnement continental, sans trop de vent, sans trop d'agressivité. D'agressivité météorologique, parce que le climat normand est ultra agressif, c'est un temps schizophrène. Vous vous rendez compte que j'ai réussi à choper des coups de soleil et le même jour j'ai chopé une angine, quoi. Un coup il fait beau, un coup il fait froid. On se fout de la gueule de la Bretagne comme quoi ils ont un climat schizo, mais nous la Normandie on n'a rien à leur envier, hein. Enfin moi personnellement je ne supporte plus cet endroit, j'adore, hein, j'adore ma région, c'est ma terre, c'est mon bled, mais le climat, je peux plus, quoi. Le froid, le vent, mais surtout le vent, je maudis ce vent, quoi. Mais qu'on monte un mur de 10 km de haut, je veux dire, sur les plages, quoi. C'est avant de s'occuper de rénover la ville ou de la faire, parce qu'en ce moment, je sais pas ce qui s'est passé, il y a dû avoir un boom économique, ça a popé de partout, les bâtiments, les trucs modernes, tout ça. Moi, plutôt, j'investirais ce pognon pour monter un mur gigantesque, pour nous protéger du vent marin, parce que cette saloperie, vraiment, c'est en train de ça nous flingue, et c'est terrible. Bref. J'arrête de vous embêter avec ça, je suis pas là pour vous parler des malheurs, je suis là pour vous parler du Comte de Monte Cristo. Il y a des tas de choses à dire et je lis beaucoup de choses sur le film, beaucoup de reviews, des reviews positives notamment. Beaucoup ont adoré le Comte de Monte Cristo, beaucoup le considèrent comme le meilleur film de l'année, le meilleur film français de l'année bien sûr. Il est sorti le vendredi 28 juin 2024, même pas un mercredi, un vendredi. Là nous sommes le jeudi 4 juillet, fête d'indépendance américaine d'ailleurs. Donc ça fait moins d'une semaine qu'il est sorti et déjà le film a passé le million d'entrées, ce qui est pas mal, ce qui pour un film français. Après c'est compte tenu du battage médiatique et également compte tenu du fait que le film est arrivé en même temps que la fête du cinéma où les places étaient à 5 balles, naturellement ça a aidé à ce que le film, on va dire, cartonne au niveau du box-office. En tout cas, j'ai des tas de choses à dire sur ce film et je suis désolé de vous le dire, mais je n'ai pas apprécié le Comte de Monte Cristo. Et je sais ce que vous allez vous dire, enfin je sais ce que vous vous dites. Je sais que vous êtes prêts à vous jeter dans l'espace commentaire pour me dire Mad, tu fais chier, t'es encore en mode haters du cinéma français, tu vas encore critiquer pour critiquer parce que tu sais que tu peux peut-être buzzer, tu sais que tu vas déclencher des réactions, etc. C'est pour ça que tu le fais, espèce de salaud, ordure. Non, les gars, écoutez, j'aimerais sincèrement dire du bien du cinéma français en général, et je pense du bien de bon nombre de films, même si ces films-là sont des gouttes d'eau par rapport à tout ce qui sort. Mais Le Comte de Monte Cristo, moi je voulais voir un bon film, même si j'y croyais pas une seule seconde à Pierre Ninet. J'aime bien cet acteur, mais je le voyais pas du tout dans ce rôle. Pas parce qu'il pèse 70 kilos, mais parce que sa tronche me revient pas, je n'ai pas spécialement d'affinité avec lui, je ressens pas cette intensité dans le jeu qu'on peut déceler chez d'autres acteurs, notamment les acteurs anglo-saxons, les acteurs espagnols.
italien, anglais même. D'ailleurs ça, je vais en parler brièvement parce qu'il y a un acteur dans le casting qui est un acteur italo-libanais je crois et qui est excellent, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, je n'y croyais pas à la base à Pierre Ninet et j'avais peur étant donné que le Comte de Monte Cristo ça fait partie du Alexander Dumas Universe. On a eu droit aux Trois Mousquetaires l'année dernière, enfin en 2023. On a vu ce que ça a donné, des films juste pathétiques, presque indéfendables, avec un style de mise en scène très, très scolaire, avec des nuits américaines, des plans... Enfin, on aurait cru un téléfilm à grand budget sur grand écran, sans parler du jeu d'acteur, de François Civil, tout ça, j'en parle même pas. Bref, 2 films vraiment médiocres, et j'étais aussi, pareil, un peu désabusé de voir que, encore une fois, on adapte du Alexandre Dumas, chose qu'on a déjà faite 50 000 fois, aussi bien en France qu'à l'étranger. Je rappelle que Les Trois Mousquetaires a eu droit à des adaptations américaines, Le Comte de Monte Cristo actuellement il va être adapté en série anglaise, il a déjà été adapté il me semble je crois qu'il y a eu un film Le Comte de Monte Cristo début 2000 et si je me souviens bien Henry Cavill a joué dedans, il avait un tout petit rôle, il devait avoir 18-19 ans. Et il jouait dans l'adaptation du Comte de Monte Cristo, l'adaptation anglaise, parce qu'on parle d'un gros morceau. Le Comte de Monte Cristo, c'est un bouquin qui a traversé les siècles, qui a cartonné partout, et parti du principe que le Comte de Monte Cristo, c'est un roman d'environ 1000 pages. C'est un gros pavé. Moi, j'ai lu, j'ai acheté en 2 tomes, et j'ai lu que le premier tome. J'ai pas insisté parce que je suis un peu, même si je respecte et je vénère notre littérature classique, j'ai un peu de mal avec les bouquins qui s'étalent en longueur, qui mettent 50 plombes pour expliquer des choses hyper simples, et ça, j'en parlerai davantage à la fin quand je parlerai brièvement de littérature. En tout cas, pour revenir au Comte de Monte Cristo, j'y croyais moyen par rapport à l'acteur. Ça me saoulait de voir qu'on allait encore adapter quelque chose qu'on connaît déjà, plus ou moins. Pas spécialement en tant qu'histoire, mais je veux dire dans les grandes lignes, le Comte de Monte Cristo, on voit à peu près de quoi ça parle. Un mec qui est envoyé en tôle, qui est accusé à tort, qui se barre, qui récupère un gros trésor et qui s'implante dans la société, dans la high society. Donc le Comte de Monte Cristo, il s'évade, il se réinvente une identité et il fomente une vengeance pour faire payer ceux qui lui ont pourri sa vie. Parce que je rappelle que Dantès, Edmond Dantès, le héros, il passe au moins 15-20 ans en cabane, quoi. Puis attention, on parle pas d'une prison classique avec un réfectoire, des co-détenus, non, il est enfermé dans une géole. C'est horrible, quoi. C'est un cachot, quoi. J'étais un peu désabusé de voir qu'on adapte ces films-là alors qu'on a autre chose à adapter, notamment les films de Jules Verne. Qu'est-ce qu'on attend pour voir des Jules Verne à la française ? Je veux voir des adaptations de Jules Verne. Encore une fois de plus, les Américains font le boulot que les Français veulent pas faire. Les Américains, ils ont fait en 2012 par exemple Bel Ami, une adaptation d'un roman de Maupassant. Maupassant pour moi qui est peut-être le meilleur auteur de sa génération, et ça j'en parlerai justement. J'adore Maupassant, vraiment c'est mon auteur préféré de cette époque-là avec Jules Verne. Donc les Américains ont adapté Bel Ami avec Robert Pattinson quand même en 2012, et par exemple ils ont adapté également des films, ils ont adapté des romans de Jules Verne. Donc les mecs ils font le taf, quoi, alors que nous on est là, voilà, bon. Et donc ce Comte de Monte Cristo, j'y croyais pas et j'avais quand même un peu peur. J'avais regardé la bande-annonce, j'y croyais pas. Et effectivement, mes craintes se sont matérialisées parce que très vite j'ai senti qu'il y avait quelque chose j'ai senti quelque chose qui me dérangeait dès le début. Alors, avant d'insister, je tiens à dire que tous ceux que je connais, mes amis, mes abonnés, tout le monde a adoré. Tout le monde a adoré le film. Il y a 2 gamins qui ont été le voir, que je connais bien. Je leur avais dit écoutez, n'y allez pas, vous allez vous faire chier, etc. Ils ont adoré. J'ai surpris, voilà. Je peux me planter, hein, comme quoi je peux me planter. C'est difficile de quantifier, vous m'avez compris, quoi. C'est subjectif, les goûts, tout ça. Mais j'étais sûr qu'ils allaient s'ennuyer et finalement ils ont adoré. Alors, je suis surpris, mais j'ai autour de moi, plein de gens ont adoré. Et j'ai l'impression d'être le seul à ne pas avoir apprécié le Comte de Monte Cristo, mais j'ai des arguments qui tiennent, j'estime, je veux les dire, je veux en parler. Alors, mes arguments principaux, c'est... Alors, je vais d'abord citer les points positifs, quand même. Les points positifs qui m'ont marqué, déjà, c'est l'esthétique. Esthétiquement, c'est très propre, c'est très beau, c'est très épuré, on a droit à des plans magnifiques, notamment les plans, quand on voit, par exemple, Pierre Ninet en train de nager dans la flotte avec le galion qui coule, le plan où il se barre pour arriver sur l'île où il y a le trésor de planqué, il y a de très beaux plans de la mer, tout ça, c'est magnifique, il y a vraiment un gros travail qui a été fait au niveau de la photographie. C'est bien plus propre, beaucoup moins crade que ce qu'on a vu dans Les Trois Mousquetaires, vraiment qui avait une esthétique vraiment dark, poisseuse, sans parler du côté, surpompage de films américains. Là, c'était autre chose et c'était beaucoup plus beau esthétiquement.
Donc je loue le fait que esthétiquement le film était très propre. Il n'y a pas une seule scène de vraiment foirée, à part quelques-unes dont justement je vais insister par rapport à cette manie dans le cinéma français. Parce que vraiment dans le cinéma français il y a un truc qui m'a toujours dérangé, c'est la surutilisation des champs contre champs. Les mecs savent pas poser une caméra autrement que simplement sur un plan fixe. Ils ne savent pas faire des plans de caméra intéressants où ça tourne, où il y a des plans assez travaillés. Alors évidemment, je sais ce que certains d'entre vous vont me dire. Non, c'est pas vrai, parce que regarde les films de Gaspard Noé, la caméra elle va partout, etc. Mais regarde dans tel film, regarde les films de Yann Kounen, les caméras... Je sais, mais les exceptions ne font pas les généralités. Dans le gros des films français, vous aurez des champs contre champs. Et vous aurez ces insupportables plans en drone. J'en parle avec Martin, un abonné également, qui s'occupait de mes miniatures, enfin mes photos de profil il y a pas longtemps. Je te salue Martin, on en parlait brièvement du Comte de Monte Cristo et je lui ai expliqué justement ce truc qui me saoulait, donc ces plans ces plans en drone, et il me disait très bien lui-même que ça lui rappelait un petit peu, vous savez, ces vidéos qu'on trouve sur les banques d'images de Shutterstock ou de Pexel. Je veux dire, c'est dépassé ces conneries. Je veux dire, quand est-ce que le cinéma français va comprendre que les plans en drone c'est de la merde? C'était intéressant en 2016, maintenant il n'y a plus aucun intérêt. Ça fait putassier, ça fait prétentieux, c'est-à-dire que vous avez des plans normaux et à un moment vous allez avoir un plan ultra épique avec un drone qui fonce vers un château pour montrer la grandeur, la puissance, machin. Mais je veux dire, non, faites autre chose. Montrez plutôt justement le château en contre-plongée. Je veux dire, avec la caméra qui est posée en pied du château, en biais, en trois quarts. Vous voyez ce que je veux dire? Les plans en drone, je vois ça partout, dans les comédies, dans les films d'action, mais c'est putassier, c'est prétentieux, et c'est des trucs c'est quelque chose qui est démodé. Et donc, bon, ça c'est les choses qui me dérangeaient, en dépit du fait que esthétiquement le film est propre. Donc déjà, j'enlève les quelques plans drones qui m'ont saoulé, mais globalement, esthétiquement, c'est très travaillé. Et le deuxième plan qui m'a marqué, c'est l'acting. Alors en soi, l'acting de Pierre Ninet m'a pas du tout marqué ni transcendé. Par contre, j'ai été marqué par d'autres acteurs que je vais nommer, et que vous ne connaissez sûrement pas. Alors à part Laurent Lafitte, parce que Laurent Lafitte c'est peut-être l'acteur le plus connu avec Pierre Ninet dans ce film. Laurent Lafitte, comme toujours, est excellent. Dans son rôle, je me souviens plus du nom du mec, mais grosso modo, c'est le grand méchant, quoi. Très très bon dans son rôle. Comme toujours, d'ailleurs, j'estime que Laurent Lafitte, le meilleur rôle de sa carrière, c'est dans la série Tapis sur Netflix, série excellente où il est juste génial. Et je pense que je vais me la remater tellement il était bon, Laurent Lafitte, dans ce rôle. Donc on a Laurent Lafitte qui est excellent. En autre acteur un peu moins connu, qu'on a vu souvent dans des seconds rôles et qui ici a un tout petit rôle d'environ 2 minutes, c'est Bernard Blancan qui joue le père d'Edmond Dantès, un acteur qui a souvent des seconds rôles dans des films comme Les Insoumis, La French ou encore dans Indigène. C'est un acteur qu'on voit souvent un peu en arrière-plan mais qui a une intensité, qui a un jeu, qui a une présence, qui a une humanité. Et il était très bon dans le rôle du père d'Edmond Dantès, c'est dommage qu'il ne l'ait pas, le père de Pierre Ninet, il était très bon dans son rôle et c'est dommage qu'on ne l'ait pas plus exploité. Autre acteur excellent, on avait Patrick Mille qui incarne là aussi un des méchants, génialissime, vraiment c'est peut-être le meilleur acteur du film, tellement il a de l'intensité dans son jeu, un côté très vicieux, vraiment très fourbe, il était génial, il fait partie justement du trio je crois, du trio des méchants du Comte de Monte Cristo. Pareil, le personnage n'a malheureusement pas été assez exploité, mais en tout cas il était très très bon. Patrick Mille, vous l'avez déjà vu, pareil dans plein de seconds rôles, je me rappellerai notamment de sa prestation dans 99 francs de Yann Kounen, où il joue Jeff, le subalterne qui est super agressif et arrogant avec ses secrétaires et qui baisse les yeux quand il se fait mettre à l'amende par les subordonnés, par ceux qui sont supérieurs à lui hiérarchiquement. Patrick Mille était génial, on note pas assez à quel point ce gars vraiment a de l'or dans les mains en termes d'acting. Et enfin, un autre acteur que j'ai trouvé excellent, alors j'ai pas son nom, je m'en souviens plus, je vais pas vous mentir, c'est un acteur italo-libanais, celui qui joue l'abbé Faria. Il était génial ce mec, et on reconnaît là le talent des acteurs, on va dire les acteurs d'Europe du Sud, enfin les acteurs du Sud, qui ont une intensité naturelle dans le regard, dans le ton, dans le verbe, et il était génial ce mec dans le rôle de l'abbé Faria. Mais ça, je vais revenir un peu justement, je vais revenir un petit peu au sujet de l'abbé Faria, car c'est pour moi le point central, le point culminant du roman, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, pour moi c'est les éléments les plus positifs, donc l'acting, la photographie et l'acting. Tout le reste, c'est très scolaire, c'est très prétentieux, c'est très déjà vu et ça n'a strictement aucun intérêt. Alors, mention spéciale quand même à l'actrice qui jouait la meuf d'Edmond Dantès, j'ai trouvé correct dans son rôle, le reste, bon, pas incroyable, mais bon, c'était pour revenir à l'acting, voilà, pour donner un peu la part belle aux femmes, mais j'ai pas été transcendé par le reste. En tout cas, pour revenir à le film en général, écoutez, j'ai été déçu parce que j'aurais voulu voir, vous savez ce que j'aurais voulu voir? Alors là, vous allez me dire, oui, mais toi, tu t'attendais à autre chose. Oui, j'ai un minimum d'attente concernant le cinéma français. Surtout quand je vois les grandes gueules du milieu qui m'expliquent sans arrêt qu'on va sortir des trucs de dingue, des trucs de ouf, machin. Ça fait 2-3 ans qu'on me sort ça. Tout ce que je vois, c'est des films médiocres qui sont déjà oubliés, qui sont oubliables et déjà oubliés. Et vous verrez que le Comte de Monte Cristo va finir oublié assez vite. Mon petit doigt me dit que la hype va redescendre assez vite et que dans quelques temps,
le film va comme disparaître un petit peu comme par magie du spectre général. Je veux dire, on va pas en parler dans 10 ans, quoi, c'est sûr. Parce que, vous savez, ça risque de vous choquer, mais il y a encore des films dont on parle, des films qui sont sortis il y a 10, 15, 20 ans. Je prenais par exemple tu vois, Oppenheimer de Christopher Nolan. On n'en parle plus d'Oppenheimer. Parce que globalement, Oppenheimer était naze. Chant, contre-chant, musique interminable, super forte, discussion qui n'arrête jamais, rien de transcendant. On a complètement oublié malgré la hype de zinzin qu'il y a eu à la sortie du film. Par contre, The Dark Knight, on en parle toujours, alors qu'il est sorti en 2008. Bon bah vous voyez ce que je veux dire à peu près. Donc le Comte de Monte Cristo va finir oublié, j'en suis convaincu. Et son succès tient notamment du fait que il y avait la fête de la musique, fête du cinéma, et parce qu'il y a eu une grosse communication derrière. Et partait du principe également qu'on parle d'une adaptation d'un roman, un des romans les plus connus de notre littérature. Donc j'ai été déçu parce que je voulais voir quelque chose avec plus d'action. Et quand je dis plus d'action, n'imaginez pas que je veux voir des pam-pam boum-boum toutes les 5 minutes ou des trucs comme ça. Non, mais un minimum quand même. Même si Le Comte de Monte Cristo n'est pas un roman d'action. Je rappelle, un roman de 1000 pages, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de blabla, beaucoup de dialogue, mais j'aurais voulu voir de l'action. Et vous savez, j'ai pensé à ça quand le soir, après avoir vu le film, j'étais en train de réfléchir au film et je rentre chez un pote qui m'hébergeait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il regardait ? Il regardait Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Quand je vous dis Sherlock Holmes, à quoi vous pensez ? Vous pensez naturellement au roman de Conan Doyle et vous pensez pas spécialement à un film d'action. Parce que dans le roman, en soi, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est globalement de l'enquête, des discussions, des dialogues, etc. Il y a un tout petit peu d'action, mais c'est pas, on va dire, l'élément central. Or, Guy Ritchie a fait de Sherlock Holmes un film d'action vraiment réussi. Le film a ses défauts, mais globalement, c'est une réussite à tous les niveaux, du point de vue esthétique, jeu d'acteur, etc., etc. Et originalité, bien entendu. Et Guy Ritchie a su faire de ce film un film d'action. Et on en parle encore maintenant alors qu'il est sorti en 2009. Et en rentrant chez mon pote, j'ai regardé une scène où on voit Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. et Jude Law marcher dans la rue, en train d'enquêter, ils discutent tous les deux. Et dans cette scène, qui doit durer peut-être 40 secondes, j'y ai vu plus d'inventivité que dans les 3 heures, parce que oui, le Comte de Monte Cristo c'est 3 heures, j'ai vu plus d'inventivité dans cette scène que dans les 3 heures de Monte Cristo. Pourquoi ? Parce que Monte Cristo s'ouvre d'un point que, je veux dire, soyez honnête avec vous-même 2 secondes. Ce film n'a pas d'âme, parce que le Comte de Monte Cristo s'enchaîne non-stop. Dialogue, bam, 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 on enchaîne direct les histoires, il n'y a pas de moment où on souffle, ça ne s'arrête jamais. Les passages dans la prison sont expédiés à vitesse grand V, on nous explique où on est, en telle année, machin, etc., comme si on était des enfants de 5 ans. Il n'y a même pas de transition originale ni rien. C'est très scolaire, c'est très simpliste. Ça me fait halluciner qu'en fait on diffuse ça sur un grand écran. Alors que vous prenez le Sherlock Holmes de Conan Doyle, il y a matière et surtout il y a une âme, il y a une humanité. Dans la scène dont je vous parlais, celle où on voit Sherlock Holmes en train de marcher avec Watson, eh bien on voit des gens dans la scène, dans cette ruelle de Londres, une ruelle grouillante avec plein de gens, etc. On voit des gens en premier, en arrière-plan, on en voit partout. On voit les visages, il y a une identité. Or dans les films français, on ne sait pas mettre en avant les figurants. On voit vraiment que les personnages qui jouent dans les films français sont des figurants. On met les acteurs en premier plan, ils récitent leur texte comme au théâtre, et tout ce qu'il y a autour d'eux, on sent que c'est du superficiel. Or, dans cette scène où on voit Downey Jr. et Jude Law marcher, on voit les gens autour on voit qu'il y a une vie, ça grouille d'humanité, ça grouille d'âme. Et j'ai été davantage transcendé par ces 2 scènes, par cette petite scène, et je vais notamment parler, faut relever également les placements de caméra originaux, comme par exemple, il y a un plan où on voit les 2 larrons vraiment à l'extrême gauche de l'écran, avec les gens sur le côté, il y a un autre plan pareil où la caméra recule, on les voit avancer au milieu de la foule, etc. Il y a de l'inventivité. Or, tous les plans que j'ai vus dans le Comte de Monte Cristo, c'est des plans scolaires, comme ce plan ridicule où on voit Pierre Ninet avancer au ralenti pour tirer sur un mec. Ça, pareil, ils auraient pu faire une scène à la Sherlock Holmes où on voit le Comte de Monte Cristo en train de tabasser les mecs avec sa canne, je sais pas quoi, faire quelques prises, ça aurait été marrant. Ça aurait été un pari risqué. Or non, on n'a même pas le droit à ça, parce que oui, il y a une petite scène d'action, mais elle expédie à la va-vite, on comprend rien, et c'est lourd, quoi. Alors que, vite fait, pour revenir à Sherlock Holmes, pour rappel, on parle d'un film de 2009, qui est une adaptation d'un roman de 1890, quelque chose comme ça. Alors oui, ce n'est pas en soi la même temporalité que l'histoire du Comte de Monte Cristo, mais il y avait matière à faire. Pour le coup, je crois que c'est Jean-François Richet qui avait très bien retranscrit ça dans L'Empereur de Paris. Film trop injustement critiqué, je trouve, un film sur Vidocq, d'ailleurs, pareil, Vidocq, excellente histoire qui pourrait être réadaptée. Vincent Cassel a fait un très bon boulot dans L'Empereur de Paris, j'ai trouvé très bon. Le film n'était pas un chef-d'œuvre, mais il y avait énormément de bonnes idées. Je trouve que L'Empereur de Paris est bien plus travaillé et bien plus soigné que Les Trois Mousquetaires et également Le Comte de Monte Cristo.
Même si je reconnais que le film a des défauts. Et là, je parle vraiment du point de vue des originalités, de l'acting, des enjeux, etc. etc. Et donc, pour revenir à ça, moi, c'est ça qui m'a marqué. Moi, je veux voir un Sherlock Holmes français. J'aurais voulu voir un truc comme ça avec Pierre Ninet qui fait des trucs d'arts martiaux, des trucs qu'il a appris, je sais pas, en Orient, je sais pas quoi, pendant ses voyages. Il se frite contre des mecs dans des ruelles. C'est ça que je voulais voir. Avec une ambiance originale, avec des musiques originales, tout ça. Et surtout un acting exemplaire. Robert Downey Jr., jamais vraiment apprécié le gars parce qu'il a toujours plus ou moins le même rôle, mais je l'ai adoré dans Sherlock Holmes, notamment le deuxième, Les Jeux de l'Ombre, où il y avait vraiment une intensité dans le regard, une complicité mais exceptionnelle, une alchimie fantastique avec Jude Law. Or, on ressent pas ça dans nos films français, et on ressent certainement pas ça dans comment s'appelle dans Le Comte de Monte Cristo. Bref, en tout cas, je vous invite à regarder Sherlock Holmes et faire le comparatif avec Le Comte de Monte Cristo. Je vous garantis qu'il y avait moyen de faire un truc du même niveau. Genre par exemple, pareil, il faut qu'on parle de cette scène, dans la scène de la prison. Le début, ça démarre bien, hein, le film. Hein. J'ai senti, je me suis dit, oula, là on sent le film français, ils nous en mettent plein la gueule dès le début avec le galion qui coule, tout ça, Pierre Ninet qui nage, etc. Je l'ai mal senti dès le début, quoi. J'aurais voulu voir. Enfin, je m'attendais pas à ça, j'aurais voulu voir autre chose. Mais là, je me suis dit, bon, ils vont mettre le paquet pendant la première scène et juste après, ça va ralentir dangereusement. Et moi, le point culminant, je me suis dit, c'est bon, le film, il est mort. C'est le passage où il est en tôle, où il est en zonzon, où il est dans ses géoles. On avait un plan, une scène parfaite pour montrer la folie d'Edmond Dantès. Ça aurait été génial de rentrer dans l'état d'esprit de Pierre Ninet. Donc on voit Edmond Dantès qui est en train de croupir dans sa géole. Alors c'est bien, ils lui ont fait pousser la barbe, les cheveux, tout ça, les ongles. Mais le truc c'est que la caméra l'objectif, ce que vous voulez, manque d'intensité. On n'est pas dans l'état d'esprit d'Edmond Dantès. Moi, je voulais voir la caméra qui tourne autour du mec. J'aurais voulu le voir en train de rêver, en train d'imaginer sa copine, etc. pendant la nuit. Et puis il se réveille, des rats qui grouillent dans sa cellule. J'aurais voulu voir des plans originaux où la caméra tourne autour de lui, où le mec, il devient fou. Alors on le voit un peu se taper la tête contre les murs, mais ça reste gentillet. Moi, j'aurais voulu le voir vraiment en mode, vous savez, ces espèces de plans un petit peu à la Spike Lee ou à la Oliver Stone, où on entre vraiment dans le psyché du mec, comme dans Né un 4 juillet, par exemple. Regarde Né un 4 juillet avec Tom Cruise, quand vous le voyez alité, où il est paralysé sur son lit, où il commence à voir, il comprend qu'il est en enfer, mais cette scène est glaçante de terreur. J'aurais voulu voir un truc comme ça. Ça manque de couilles dans le cinéma français, mais pas dans le sens où on met des mecs bonhommes, des badass. Non, je parle vraiment en termes d'originalité et en termes de prise de risque. Ça arrive que de temps en temps on nous sorte des trucs un petit peu borderline, comme on a vu avec Titane par exemple de Julie Decournau, mais en soi c'est des trucs assez... en général, c'est assez gentillet, quoi. Et moi, j'aurais voulu voir un truc assez vénère, quoi, notamment pendant le passage de la prison. Mais là où je ne pardonne pas, juste avant de bien insister là-dessus par rapport à la scène de la prison, je dois revenir à d'autres scènes, des scènes où je me dis, mais ils ont pété un plomb, comme le passage, bon là, il est en liberté, il s'est barré, tout ça, c'est le passage de la chasse à courre, qui est complètement what the fuck, lunaire. C'est ce moment où on voit les gars en train de faire de la chasse à courre, ils chassent après un cerf, et la musique est hors sujet, la musique est super forte, y a des plans prétentieux, j'avais mal à la tête quand je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'ils essaient de nous montrer là? On se croirait dans un Fast and Furious, quoi. C'est juste une chasse à courre, en plus le cerf il se fait buter hors champ, c'était... je me demandais, mais ça n'a aucun, ça n'a aucun rapport avec le film, quoi. Pourquoi ils mettent tout d'un coup autant d'intensité dans une simple scène de chasse à courre, quoi? Alors qu'il aurait mieux fallu mettre cette scène d'intensité dans une scène de combat, de baston. Il y a un passage pareil où des contrebandiers rançonnent un bateau, à un moment, sur le port de Marseille, pendant le jugement ou je sais pas quoi. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez à peu près à quoi je fais allusion. On voit rien. On voit juste les mecs se mettre des foulards, prendre des chlasses, monter sur le bateau et on voit rien d'autre. Putain, mais il y avait moyen de montrer des trucs, quoi, des bastons avec des marins, des trucs comme ça. Or, rien. Et donc il y a ça qui me dérange, et puis sans parler du... Ah oui, un autre truc aussi qui me rend fou, c'est que c'est tous les moments où on montre Pierre Ninet en train de se maquiller, tout ça, mais j'y crois pas une seule seconde. Le moment où il imite le Lord anglais, pareil, on n'y croit pas, parce que dans le bouquin, on voit bien que Pierre Ninet, en gros, Pierre Ninet, on voit bien que Edmond Dantès, il apprend des nouvelles langues, il a appris de nouvelles langues, notamment via l'abbé Faria, il apprend des tas de compétences. Or là, c'est quasiment ellipsé, et je trouve ça insupportable. Et je vais revenir à la pierre angulaire du film, à savoir l'épisode de... le passage dans le château d'If, qui est un peu notre Alcatraz national, parce que c'est vraiment ça qui m'a le plus dérangé, parce que j'ai pas pu m'empêcher de faire le comparatif avec le roman. Le passage dans le château d'If, et notamment le passage entre Dantès et Faria, ça fait partie pour moi, peut-être, le passage, je parle du livre, hein, le passage où Faria et Dantès discutent sont ensemble dans leur cellule, c'est peut-être pour moi le point culminant de la littérature française.
C'était un des moments les plus beaux que j'ai vus, j'en ai chialé à la fin en lisant le livre. Après je suis vite redescendu parce qu'on change vraiment de thème, etc. Mais le film n'a pas su retranscrire l'émotion, le quart de l'émotion que j'ai ressenti quand j'ai lu le bouquin, notamment le passage de la prison, notamment avec l'abbé Faria. En tout cas, bon, je pense que j'en ai assez dit concernant le film. Ah oui, voilà, les maquillages, etc. Donc, on voit, je termine avec ça. Donc, Dantès, il prend des gueules, etc. pour pas se faire reconnaître. Et puis, j'ai pas compris. Plot Time en avait très bien parlé dans sa critique. C'est qu'en gros, il y a un moment, il se maquille, mais on reconnaît que c'est lui, quoi. On voit Pierre Ninet avec sa gueule, il s'est juste grimé avec 50 plus. Et le mec, il s'imagine qu'il va passer incognito devant son ex-femme, devant son ennemi. Bref, on n'y croit pas une seule seconde. Et en tout cas, à part le combat final qui est plutôt correct. Je trouve que le film est globalement moyen, très en deçà de ce qui à la base était censé nous montrer. Bref, j'ai été très déçu. Voilà. Maintenant, je vais parler brièvement du bouquin, et notamment de la littérature française. Alors d'abord, j'ai beaucoup de mal avec la littérature française du 19e siècle, même si je la défendrai jusqu'à la mort, parce que ça fait partie de notre patrimoine, notre histoire, notre culture. Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Dumas, tout ce que vous voulez, ces gens-là, ces vestiges, il faut les défendre, car ça fait partie de notre histoire. La littérature française est magnifique, au même titre que la littérature espagnole, russe, anglo-saxonne, italienne, ce que vous voulez. C'est notre histoire, il faut la défendre, et même si je n'apprécie pas cette littérature spécialement, je la défendrai quand même. C'est comme ça. Et pourquoi je n'apprécie pas spécialement la littérature française? Comprenez que les auteurs de l'époque étaient payés à la ligne, ou à la page, ou quelque chose comme ça. Je crois qu'ils étaient payés à la page. Donc plus ils en étalaient, mieux ils étaient payés. Donc c'est pour ça que les bouquins sont aussi gros, et c'est pour ça qu'ils disent autant de choses, parfois qui sont complètement futiles. Et c'est ça qui m'a pas mal saoulé avec... Bonjour monsieur. C'est ça qui m'a pas mal saoulé avec les romans d'époque, c'est que les mecs sont obligés d'en étaler sans arrêt, parce que c'est comme ça qu'ils coffraient. Et quand je lisais le Comte de Monte Cristo, j'étais en mode, mais attends, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ça, quoi? Qu'est-ce qu'il attend pour rentrer dans le vif? Moi, ce qui me dérangeait, c'est que dans le Comte de Monte Cristo, c'est que le début, bon, c'est normal, ça met du temps à démarrer tout ça. Le passage de la prison est un des plus beaux que j'ai vus, et je m'attendais à ce que le roman soit du même niveau tout le temps. Or non, une fois qu'on passe le château d'If, c'est Dantès qui fomente sa vengeance, il complote, il gère des bails, il rencontre un tel et un tel. Ça n'en finit jamais. C'est que du blabla, du blabla, du blabla. Et moi, j'étais en mode, mais putain, il va la faire sa putain de vengeance, il va les soulever les mecs. Pourquoi il prend autant de temps, quoi? À quoi ça sert, quoi? Alors après, je sais que ça joue pour le côté philosophique, machin, la morale, etc. Mais on parle d'un bouquin de 1000 pages. Est-ce que c'était nécessaire de s'étendre autant? Et c'est ça qui me dérange dans le gros des bouquins de cette époque, c'est que ça s'éternise, ça s'étale. Le seul qui ne sombre pas dans ce travers, parce que tout le monde l'a fait, Balzac, Hugo, tout ça, le seul qui a été à contre-courant de tout ça, de tout ce système, c'est Maupassant. C'est pour ça que je l'adore. Lisez Belle Amie, La Horla, Boule de Suif, ces bouquins-là. Le mec va au concret, il rentre dans le vif, il ne tourne pas autour du pot, il va pas faire 50 000 éléments de langage, des tournures de phrases, etc. Il va rentrer dans le vif, et c'est très bien. Maupassant a vraiment le chic pour rentrer dans l'esprit humain, quoi, des femmes, des hommes. Il comprend très bien la psychologie. Franchement, lisez par exemple le bouquin Une vie de Maupassant. Vous en apprendrez plus sur la psychologie féminine avec ce bouquin qu'en 5 ans de psycho et d'analyse de vidéos, d'influenceurs, je sais pas quoi, de drague, j'en sais rien, de rapport homme-femme, etc. Il y a tout dans Une vie. Tout est dit sur le mindset des hommes et des femmes. C'est un chef-d'œuvre. Et Maupassant, je l'ai adoré pour ça. C'est parce que le gars, il rentrait directement dans le vif, il passait pas par 4 chemins, et c'est ce qui faisait de lui un petit peu quelque part notre auteur anglo-saxon national, parce que les anglo-saxons, comme de par leur vocabulaire, ils n'ont pas d'autre choix quelque part de rentrer dans le vif. Lisez les bouquins de Jack London, de Charles Bukowski, de Faulkner, de je sais pas moi, de qui d'autre encore, de Steinbeck. Voilà, c'est clac, 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 c'est concis, c'est clair, c'est rapide, et on met pas 15 plombes pour expliquer des choses. Et c'est ça, je pense aussi, qui doit dégoûter plein de gamins de la littérature, notamment la littérature française, surtout les plus jeunes, qui sont pas spécialement, ceux qui sont les moins lecteurs. Putain, démarrer la lecture par Cyrano de Bergerac, du Marivaux, du Malraux, des trucs comme ça, lourd, quoi. Mais, je dois revenir au passage de la prison dans le château d'If. Alors là, le relationnel entre Dantès et l'abbé Faria, c'est une des plus belles compositions que j'ai jamais lues. C'est l'abbé Faria est dans sa geôle depuis une vingtaine d'années, et il connaît la planque d'un trésor de Templiers, parce qu'il en faisait partie, de la fine équipe qui gérait le trésor. Et le truc, c'est que après plusieurs années, il finit par rentrer en contact avec Dantès, qui est jeune à l'époque, quand il était en prison, il avait 26 ans, Faria avait dépassé les 55, 60, quelque chose comme ça, et donc Faria se lie très vite d'amitié avec Dantès.
parce que les deux sont isolés, seuls au monde. Voilà, imaginez, quoi, les mecs, ils parlent à personne depuis des décennies. L'abbé Faria va prendre Dante sous son aile, va en faire son fils spirituel, et il va lui transmettre tout son savoir. Et c'est touchant à en crever. Il lui apprend le grec, les mathématiques, la philosophie, il lui apprend tous les trucs vraiment utiles. Et ça renforce, en fait, en gros, l'abbé Faria, c'est un petit peu le père spirituel, le père qu'on aimerait avoir, quoi. Il apprend tous les trucs indispensables pour avancer dans la vie, pour grimper dans la société, pour devenir puissant, etc. Il apprend tout à Dante, et on se prend d'affection pour ces deux personnages. Et le passage final où ça, c'est un passage qu'ils ont foiré dans le bouquin, et ça, je peux pas leur pardonner. L'abbé meurt de façon grotesque dans le film, genre voilà, c'est un éboulement, il crève comme ça, et c'est vite expédié, alors que dans le bouquin, ça prend un peu plus de temps, c'est beaucoup plus solennel, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus touchant. Et le passage, l'adieu entre Dante et Faria, mais j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai relu le passage tellement il était beau, tellement il était puissant, et je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas intéressé par la lecture du Comte de Monte Cristo, lisez au moins le passage du Château d'If, et notamment le relationnel entre Faria et Dante. C'est beau à en crever, vraiment. C'est plein d'humanité, plein d'humanisme, et j'étais vraiment bouleversé par ce passage. Vraiment, je ne m'y attendais pas, j'étais pas spécialement dans le truc, et puis à un moment, j'ai plongé dedans. Dans le côté, l'abbé Faria, qui est un vieux sage avec sa longue barbe, qui explique aux gamins voilà, comment s'en sortir, etc. Lui explique la planque du trésor, comment y aller, comment faire pour intégrer la société, etc., la haute société, machin. C'était génial dans le bouquin. Et dans le film, ils l'ont massacré. Ça a été littéralement gâché par une mise en scène simpliste, une mise en scène scolaire, alors que pourtant l'acteur qui jouait Faria était génial. J'en attendais plus, et malheureusement, j'ai eu beaucoup moins, quoi. Et voilà mon avis grossièrement sur le Comte de Monte Cristo. Il y a des tas de choses que je pourrais souligner, comme la musique qui est omniprésente et qui est souvent hors sujet. Pareil, encore une fois, le jeu d'acteur qui est faiblard. Pierre Niney, j'y crois pas une seule seconde. Je suis le Comte de Monte Cristo. Ah, vas-y, putain. T'as pas assez d'épaisseur, Pierre Niney, je suis désolé. Pierre Niney, c'est une vedette, c'est pas un acteur. Il a pas cette épaisseur, il a pas cette solidité, il a pas ce vécu. Faut laisser ces rôles-là à des anglo-saxons ou des acteurs du Sud ou des mecs qui ont eu un vécu. Nos acteurs français, on n'y croit pas une seule seconde. On sent trop l'école du théâtre, on sent trop les privilèges, on sent trop l'absence de risque total si leur film bide. Et c'est ça le problème, ça qui tue le cinéma français. On veut des acteurs qui ont la dalle, qui ont peur pour leur carrière, qui jouent leur vie à chacune de leurs prestations. C'est ce qu'on veut voir. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on a. On a des acteurs qui sont juste en roue libre, qui font le boulot, qui font juste le taf, au minimum syndical. Et c'est pour moi une catastrophe parce que malheureusement, voilà, on a cette adaptation maintenant. Et il faudra attendre encore un moment avant d'en voir une autre. Et j'aurais aimé justement voir un Sherlock Holmes version, un Comte de Monte Cristo à la Sherlock Holmes, à la Guy Ritchie. Tiens, Guy Ritchie, il aurait été parfait pour mettre en scène le Comte de Monte Cristo. Et c'est malheureux, quoi. J'aurais vraiment voulu voir autre chose. Et je sais que je suis le seul à dire ça, je sais que je suis le seul à penser ça. Mais voilà, j'assume et je suis navré si je vous ai dérangé par rapport à cet avis. Mais voilà, je vous le partage. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, hein, en toute courtoisie, s'il vous plaît. On est là pour discuter, pour communiquer. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ferai ma critique d'Horizon, puis de plein d'autres films, plein d'autres trucs. Voilà, je vais revenir sur plein de choses et voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien, surtout si vous habitez dans le nord, dans l'ouest, tout ça, faites super attention au vent. Et au fait, merci pour les 16 000 abonnés, on vient de passer le cap des 16 000, merci infiniment, merci pour votre patience, pour votre générosité, pour votre confiance, parce que c'est de la confiance. Merci infiniment, merci à toutes et à tous. Ciao.